Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier cours de la semaine. Je vous rappelle quelques petits éléments. Vous avez à m'envoyer le texte sur soit la position de l'évêque ou la position de Trudeau demain au plus tard. Je vous rappelle que ça doit faire une page à double interligne. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir, jeudi soir, pour m'envoyer vos questions. Donc, si vous avez des questions, la chronique de demain sera, dans le fond, dédié à ça. La semaine dernière, j'en ai eu aucune. Il n'y a pas eu de capsule le vendredi. Mais demain, dans le fond, si vous avez des questions, j'en ferai une avec grand plaisir. Pour le cours d'aujourd'hui, on va parler de deux éléments qui ont vraiment teinté, et je vous dirais même marqué complètement, la campagne référendaire de 1995. Premier élément, c'est la prise en charge de la campagne de M. Bouchard. Euh, il y avait dans le fond trois, on pourrait dire, têtes d'affiche pour le camp du oui. Il y avait évidemment M. Parizeau, qui est chef du Parti québécois. Il y avait un jeune politicien montant à l'époque, chef de l'Action démocratique du Québec, qui se trouve être un peu l'ancêtre de la coalition Avenir Québec. Cet homme-là s'appelle Mario Dumont. C'est un jeune politicien à l'époque. Et M. Dumont a décidé de se ranger dans le camp du oui à quelques conditions et d'appuyer donc cette campagne-là. Il y a également M. Lucien Bouchard qui se trouve à être le chef du Bloc québécois et qui est un avocat de formation dans le fond, est un politicien avec d'abord les progressistes conservateurs et ensuite donc le Bloc québécois. Et M. Bouchard est très charismatique. Vraiment, là, lui a beaucoup plus la trempe d'un grand orateur que Jacques Parizeau, qui lui a des problèmes d'image un peu. Il a l'air un peu hautain, un peu froid, un peu détaché. Il est un très très grand économiste, mais c'est pas quelqu'un qui arrive à transmettre une passion à la campagne. C'est plus un tacticien qui est plus froid en tant que tel. À un certain point, les stratèges du camp du oui vont s'apercevoir qu'ils plafonnent avec leur option et que M. Parizeau est peut-être pas le meilleur porteur de ballon. M. Parizeau, à ce moment-là, va quand même faire preuve d'une grande abnégation parce que, comprenez bien, c'est le rêve pratiquement de toute sa vie. Ça fait 40 ans, ou plutôt 30 ans, qu'il se bat pour l'indépendance. Et là, tout d'un coup, il doit céder sa place un peu comme leader du camp du oui pour que M. Bouchard prenne davantage de place et vraiment arrive à transmettre le message et influencer l'opinion publique. Il y a un autre événement qui va être marquant, c'est le fait que M. Bouchard, là on parle dans le fond à l'hiver-printemps 95, va être atteint de la maladie de la bactérie mangeuse de chair. C'est dire en fait qu'il y a donc cet organisme-là, cette bactérie-là, qui littéralement part du bas de la jambe et est en train de progressivement manger la chair de M. Bouchard. C'est un homme qui à ce moment-là a deux jeunes enfants, qui ont à peu près 8 et 10 ans. Il doit, dans le fond, et même, excusez-moi, c'est plus jeune que ça, c'est 2 et 4 ans, ses enfants. Il doit se battre à l'hôpital. Et il va ressortir de ça en ayant une canne. Il a été amputé, dans le fond, d'une partie de la jambe. Pourtant, même à ça, il va réussir, dans le fond, à avoir l'aura un peu d'un miraculé, pratiquement. Dans un Québec qui est plus tout à fait pratiquant, mais qui est encore de tradition très catholique, de voir cet homme-là, dans le fond, se traîner avec sa canne et qui ait réussi à battre la maladie comme ça va donner l'impression qu'il marche sur les eaux pratiquement. Là. Ça va donner l'impression que M. Bouchard, c'est presque s'il a la bénédiction divine dans son projet et dans sa mission en tant que tel. Alors, beaucoup de Québécois vont avoir énormément de sympathie pour M. Bouchard et vraiment, ça va catapulter la campagne et vraiment lui donner un grand air d'aller. L'autre événement qui est marquant, c'est incontournable, c'est la soirée de défaite référendaire pour M. Parizeau.
M. Parizeau va faire un discours qui n'a rien à voir avec celui de M. Lévesque 15 ans plus tôt. M. Lévesque avait laissé une porte ouverte. Il avait dit, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois, il avait entonné, dans le fond, Jean du Pays, donc la fameuse chanson de Vigneault, pour essayer d'ouvrir une petite fenêtre. Dans le fond, garder l'espoir en vie, puis dire, écoutez, on n'a pas réussi, mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour, bon, M. Lévesque avait dit dans un rendez-vous normal avec l'histoire, peut-être que les choses seront différentes. M. Parizeau n'a pas la même approche. M. Parizeau est un homme brisé à ce moment-là. C'est le rêve de 30 ans. C'est des efforts vraiment acharnés qui s'écroulent devant lui. Alors il dit, moi là, j'ai des choses à dire, je vais prendre le crachoir, je vais les dire. Okay? Et ce qu'il va dire essentiellement, c'est, bon, on a été battu au fond par quoi? L'argent et des votes ethniques, essentiellement. Ça va passer très, 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 très mal dans l'opinion publique. Comprenez aussi que, évidemment, les caméras de télévision suivent ça en direct. Et là, les caméras de télévision vont se promener dans la salle où, dans le fond, M. Parizeau fait son discours. Et en balayant donc la foule, on voit des Haïtiens, on voit des Vietnamiens qui ont voté pour l'option du oui. Ils sont minoritaires. Franchement, il faut bien l'admettre. Chez les communautés culturelles et encore plus chez les anglophones, l'option du non a été retenue à pratiquement à 90%. N'empêche, en disant on a été battu par le vote ethnique, c'était de faire porter la responsabilité de l'échec référendaire, la faute dans le fond du fait que le Québec ne soit pas devenu souverain, aux immigrants essentiellement. Et tous les efforts qu'avait fait René Lévesque, qui avait fait Gérald Godin, qui avait fait beaucoup de politiciens pour que le nationalisme québécois soit un nationalisme civique et non pas ethnique, franchement, se sont effondrés par une seule déclaration ou à peu près. Franchement, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a compris, y a-t-il deux catégories de Québécois, les francophones et les autres. Et de faire porter donc la responsabilité sur les communautés ethniques, c'était très, très malhabile. D'autant plus que M. Parizeau, on peut observer toute sa vie, et je vous mettrai au défi de trouver un seul incident de racisme ou vraiment de discrimination vis-à-vis des minorités. Écoutez, je comprends que ça se fait pas foi de tout, mais sa première épouse à M. Parizeau, avec qui il a été plus de 30 ans, c'était bon, Alice Parizeau, elle a pris le nom de son mari, mais c'était une Polonaise en fait. Et bon, je comprends, vous allez peut-être dire, oui, mais c'est pas une noire nécessairement, c'est pas une asiatique, peu importe. Mais écoutez, dans les années 60, il s'est marié à une Polonaise, ça montre une certaine ouverture d'esprit que pas tous ses contemporains auraient eu. Autre chose, écoutez, ça va essentiellement miner de beaucoup le mouvement nationaliste québécois. Ça va le teinter, en fait, de cette perspective-là, que dans le fond, c'est un mouvement qui est ancré dans l'intolérance, qui est ancré dans un nationalisme frileux. Et le PQ, j'ai envie de vous dire, ne s'en est jamais vraiment relevé. Et au moment peut-être où il commençait à s'en relever, bien, il a mis sur place la charte des valeurs qui a été récupérée par la CAQ. Et encore une fois, on est reparti dans le même manège où on disait, ben, regardez, c'est des intolérants, c'est des racistes, c'est des bigots essentiellement. Donc vraiment, ça fait très, 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 très mal. Statistiquement, c'était même pas faux comme déclaration. Mais n'empêche, c'était très malhabile. Toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout pas au niveau de ce timing-là. Au niveau de l'argent, ça, on peut quand même dire, le fédéral a dépensé bien davantage que ce qui lui était permis dans le cadre de la loi sur les consultations populaires. Et donc, c'est pas faux. Mais vraiment, par rapport au vote ethnique, c'était vraiment une déclaration très, très malheureuse, très, très malhabile. Je vous communique mon opinion personnelle. Monsieur Parizeau, puis je comprends que ça aurait pas été mieux pour, disons, la cohésion sociale, là, mais Monsieur Parizeau aurait pu, plutôt que de pointer du doigt les immigrants, pointer du doigt la région de Québec. Québec, là, on s'entend, c'est 95% francophone, très, très, très canadien-français, merci.
Vous pouvez vous promener toute la journée à Québec et chercher la minorité ethnique. Et franchement, ça va être un peu comme chercher Charlie, là. OK? Donc, c'est vraiment très, très, très francophone. La région de Québec a voté pour le oui à peu près à 53-54%, alors que chez les francophones, c'était plus autour de 62-63%. C'est un peu le mystère Québec. Pourquoi est-ce qu'ils ont à ce point-là voté pour le non? Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils pointent la région de Québec plutôt que les immigrants pour la défaite, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas, envoyez-les-moi et demain, j'y réponds. Portez-vous bien. Salut!